Eh bien salut à tous, aujourd'hui vidéo principalement dédiée aux streamers avec ici le nouveau boîtier d'acquisition Elgato 4K-X, un boîtier enfin compatible HDMI 2.1 et qui va donc entre autres permettre d'enregistrer vos jeux en 4K jusqu'à 144 fps. Alors ce boîtier il fait suite ici au boîtier HD60X qui était sorti en 2022 et qui permettait déjà de jouer en 4K à 60 fps mais d'enregistrer seulement en 4K à 30 fps. Et donc ici avec le HDMI 2.1, on passe vraiment au cran supérieur, aussi bien du côté des résolutions d'enregistrement que des résolutions de pass-through. Alors en gros, ça veut dire que maintenant, on peut jouer en 4K à 120 fps sur sa PS5 ou en 4K à 144 fps sur son PC, le tout avec le HDR et la VRR activés, tout en enregistrant ou en streamant en même temps. Alors ici, c'est pas le premier boîtier externe compatible HDMI 2.1. Il y a quelques mois, Avermedia avait dévoilé son modèle Live Gamer Ultra 2.1 qui proposait aussi du pass-through en 4K jusqu'à 144 Hz, mais par contre on était limité à un enregistrement 4K à 60 fps, même si bon, on va pas se mentir, ça reste largement suffisant pour la plupart des joueurs, que ce soit pour de l'enregistrement ou du streaming. Alors évidemment, il n'y a pas que la 4K dans la vie, et ici un autre point fort de ce Elgato 4K-X, c'est qu'il va vous permettre de jouer en 1440p à 240 fps, et donc ça peut être plutôt intéressant pour les joueurs compétitifs qui font aussi du streaming. Bref, on va découvrir tout ça ensemble, et par contre niveau prix, c'est proposé au tarif de 249 € contre environ 269 € pour le modèle de Avermedia. L'ancien modèle ici, le HD60X, il reste de son côté, lui, toujours accessible aux alentours des 150 €. Allez, comme d'habitude, je commence rapidement par un petit tour du côté de l'unboxing. Alors ici à l'intérieur, on va retrouver donc le boîtier Elgato 4K-X qui va s'accompagner d'un câble HDMI de 2 mètres et d'un câble USB-C 3.2 en type C vers type C d'environ 1,50 m. Alors le câble HDMI évidemment est compatible 2.1 avec un support de résolution jusqu'à 8K ou en 4K à 240 Hz. D'ailleurs c'est plutôt bien foutu puisque c'est marqué directement sur le connecteur, au moins on est sûr de ne pas se tromper. Après évidemment, ça aurait été mieux s'il y avait peut-être un deuxième câble et donc gardez que potentiellement il faudra peut-être racheter un second en fonction de votre installation si vous n'avez pas déjà un câble HDMI qui supporte un peu ces résolutions et ces taux de rafraîchissement. Alors côté design maintenant, le boîtier il garde le même format ici que le HD60X et donc on reste sur un modèle toujours très compact. Comme ça vous voyez, ça tient directement dans la main, ça prend vraiment pas de place sur le bureau et moi ici par exemple j'ai même pu le glisser directement comme ça sous mon boîtier par exemple. Et donc ça se fait vraiment très discret. Le boîtier en lui-même, il est uniquement proposé dans des tons noirs. Et on va retrouver donc à l'avant un petit indicateur LED et un port 3,5 mm pour venir brancher par exemple le Elgato Chatlink Pro. À l'arrière, on va retrouver également la même connectique que sur l'ancien modèle avec entrée et sortie HDMI, mais donc cette fois-ci en version 2.1 et au centre un connecteur en USB-C. Alors ensuite pour l'installation, rien de bien compliqué. Comme ici on est sur un boîtier externe, on n'a pas besoin de venir l'installer à l'intérieur de son PC, il suffit simplement de venir relier ici sa source à l'entrée HDMI du boîtier, la sortie HDMI vers son écran ou sa télé, et enfin de brancher ici l'USB-C vers son PC ou son Mac pour l'enregistrement, ou encore vers un iPad, puisque c'est également compatible avec les iPads. Il faudra également penser à installer le logiciel 4K Capture Utility de Elgato pour que le boîtier soit bien reconnu par votre PC. Mais ensuite, on n'est pas forcément obligé de passer par le logiciel de Elgato pour ses enregistrements ou ses streams. On peut bien sûr passer par exemple par OBS ou Streamlabs. Alors ici, quand même quelques petites précisions. Tout d'abord, notez que le boîtier ne dispose pas forcément de son propre encodeur et qu'il n'est pas forcément possible non plus d'enregistrer donc directement sur une carte SD par exemple, comme vous pouvez le faire sur le Avermedia Live Gamer Portable 2+, ou encore sur un ancien boîtier de Elgato, le 4K60S+, qui n'a pas été longtemps mis en vente, car au niveau des performances, je crois que c'était pas forcément trop ça. Donc ça veut dire en gros que pour l'encodage, ça va se passer donc directement sur votre PC ou sur votre iPad. Et pour ça, on va utiliser donc soit votre processeur au niveau de l'encodeur, soit directement les encodeurs qui sont intégrés sur les cartes graphiques actuelles. Je pense par exemple au NVENC du côté de chez Nvidia. Donc assurez-vous quand même d'avoir les ressources qu'il faut au niveau de votre PC pour être sûr de pouvoir encoder, surtout si vous voulez encoder en 4K à 120 fps par exemple. Alors aussi un autre truc important à ne pas oublier, si vous souhaitez capturer ou streamer depuis une PS5, il faut bien penser à désactiver l'option HDCP dans les paramètres HDMI de votre console, sinon le boîtier ne pourra pas fonctionner, vous aurez juste un écran noir. En gros, c'est une sorte de petite sécurité qui vous empêche par exemple d'enregistrer le contenu depuis Netflix. Bref, pour l'installation, c'est plutôt du classique.
donc je vais pas forcément y passer plus de temps. Je passe pas non plus de temps sur la partie paramétrage de vos streams dans OBS ou Streamlabs, c'est pas forcément le sujet ici de la vidéo. Et il y a vraiment plein de guides très complets, notamment en français, je vous recommande la chaîne de Zero Absolute Gaming qui fait vraiment du très bon taf là-dessus, n'hésitez pas à aller un peu checker. Alors ce qui va par contre nous intéresser ici avec ce nouveau Elgato 4KX, ça va être vraiment ces possibilités de capture et de pass-through grâce notamment à l'utilisation donc du HDMI 2.1. Alors face aux anciens boîtiers qui étaient auparavant limités au HDMI 2.0, il y a vraiment un gros bond en avant du côté notamment du pass-through, puisqu'ici le boîtier va donc nous permettre de jouer en 4K à 144 Hz ou à 120 Hz, mais aussi en 1440p et 1080p jusqu'à 240 Hz. Alors avant de ce côté-là, on était limité à du 4K60 ou du 1440p à 120 Hz, et ça voulait dire que si on avait par exemple un écran 4K à 144 Hz, en gros si on voulait jouer et streamer en même temps, on était limité à 60 Hz et on ne pouvait pas forcément profiter pleinement de son écran. Alors évidemment je le précise, mais je parle évidemment quand on est sur un setup comme ça avec deux PC et un boîtier ou une carte d'acquisition. Alors je ne vais pas forcément vous lister comme ça à l'oral toutes les possibilités, puisque Elgato le fait très bien avec un petit tableau que je vous affiche à l'écran. Et vous pouvez voir qu'aussi, au niveau de la capture, c'est également beaucoup mieux que ce qu'on pouvait faire un peu sur les anciens boîtiers d'acquisition. Et donc ici, en plus de pouvoir continuer à jouer avec un écran 4K à 144 Hz, on peut aussi enregistrer en 4K, en 1480p et en 1080p jusqu'à 144 fps. Alors streamer ou enregistrer à plus de 60 fps, il n'y a pas forcément tout le monde qui en aura besoin. Mais par exemple, si on veut retoucher des vidéos et mettre en place des ralentis plutôt cool, ça sortira quand même de manière beaucoup plus fluide. Et ça, c'est plutôt sympa quand on enregistre comme ça, par exemple à 120 fps. Alors le seul truc qui manque peut-être ici, c'est du pass-through à 360 Hz en 1440p ou en 1080p, car il y a maintenant pas mal d'écrans qui sont capables d'atteindre un peu ces taux de rafraîchissement, et il y en aura encore plus dans le futur. Et donc ici, si vous avez besoin de ça, le modèle de chez Avermedia qui est capable de le faire. Par contre, en 4K, on est limité à de l'enregistrement à 60 fps sur le modèle d'Avermedia. Donc voilà, à voir en fonction de vraiment vos besoins. Du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer quelques exemples d'enregistrement. D'abord, ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé en connectant une PS5 et un PC sur ma télé LG OLED B9, puisque c'est le seul écran 4K à 120 Hz que j'ai de mon côté. Alors sur PS5 d'abord, j'ai testé par exemple avec FF16 pour vérifier qu'à VRR ça marche bien, et donc aucun problème de ce côté-là. Vous voyez ici sur l'écran, je peux afficher directement le taux de rafraîchissement en direct, et on voit bien qu'il continue à s'adapter automatiquement au FPS de mon jeu quand j'utilise ici le boîtier de Elgato. Pour tester le 120 fps, j'ai lancé la démo du récent Prince of Persia, et là aussi ça marche sans problème. Alors je précise quand même que des jeux qui tournent nativement en 4K à 120 fps sur PS5, je suis même pas certain que ça existe, et c'est souvent des jeux qui vont tourner à des résolutions donc un peu inférieures pour atteindre les 120 fps, puis ensuite être upscalé en 4K, mais en tout cas ça fonctionne vraiment très bien. Alors sur PC ensuite, j'ai testé avec le PC qui est installé dans mon salon et qui embarque une RTX 3060 Ti, et donc pour faire tourner les jeux en 4K à 120 fps, c'est pas forcément l'idéal, mais sur des jeux pas trop gourmands comme Valorant ou par exemple Doom Eternal, ça le fait très bien, et il n'y a encore aucun problème pour jouer en 4K à 120 fps avec HDR, tout en enregistrant donc en 4K à 60 ou 120 fps par exemple. Alors aussi notez que si vous jouez en HDR et que vous enregistrez en SDR, le boîtier va automatiquement appliquer son tone mapping afin de garder un bon rendu colorimétrique même en SDR. Alors après on peut aussi directement enregistrer en HDR si on le souhaite. Pour ça il faut juste changer quelques petits paramètres dans OBS. Je vous ai fait un petit test avec The Witcher 3 par exemple. Je vous mets le lien en description. Alors pour ces tests de mon côté, j'ai pas rencontré de difficultés particulières. Par contre, j'ai souvent eu l'image de ma télé qui arrêtait de s'afficher quand ça lançait un jeu et que ça passait automatiquement de SDR à HDR. Alors c'est bizarre parce que je continue quand même à avoir la preview dans OBS. Après en général ce que je devais faire c'est juste éteindre et rallumer la télé ou attendre peut-être quelques minutes que l'image revienne tout seul. Alors je ne saurais pas forcément vous dire d'où venait le problème, mais je pense que c'est plus lié à ma télé que directement au boîtier. Alors après niveau latence, honnêtement de mon côté, je vois vraiment aucune différence quand ma console ou mon PC ils sont reliés directement en HDMI au boîtier de Elgato. Par contre il y a toujours une légère latence au niveau de l'aperçu sur OBS. Et ça, à part sur des jeux qui demandent vraiment pas trop de réactivité, je ne recommande pas forcément de jouer directement depuis la preview. De toute façon, c'est pas forcément pourquoi c'est prévu. Par contre, ça permet vraiment de garder un aperçu quasi instantané de son live. Et ça, c'est plutôt pratique quand on stream sur Twitch ou sur YouTube par exemple. Enfin, j'ai aussi testé de connecter le boîtier ici sur mon écran 1440p à 240 Hz. Donc c'est le KTC J27P6 que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps en vidéo. Et donc là aussi, ça marche très bien. J'ai pu continuer à jouer en 1440p à 240 Hz tout en enregistrant par exemple en 1440p à 120 Hz. Et vraiment pour les joueurs compétitifs
qui veulent continuer à profiter pleinement de leur écran avec un écran donc parfaitement fluide tout en streamant, c'est vraiment parfait. Bref, voilà un peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ce nouveau boîtier Elgato 4KX. Et concrètement, c'est un peu ce qui se fait de mieux sur le secteur si vous cherchez un appareil pour streamer ou enregistrer vos parties tout en continuant à jouer dans les meilleures conditions possibles. Je pense vraiment qu'il n'y a pas mieux actuellement. Alors pour moi ici, plus que l'enregistrement en 4K à 140 fps, le vrai game changer pour moi c'est vraiment toutes les possibilités de pass-through qui vous permettent ici de vraiment continuer à profiter pleinement de votre écran et de ne plus être bridé quand on utilise un boîtier d'acquisition. Après évidemment, le fait de pouvoir enregistrer en 4K à 100 fps ou plus, en passant comme ça par un petit boîtier externe et plus forcément par une carte d'acquisition en PCIe, c'est également très cool. Du coup, niveau prix, ça vous intéresse, je vous rappelle que c'est proposé au tarif de 249 € par Elgato. Je vous rajoute les liens en description. Et bien sûr, si vous avez encore des questions, direction les commentaires. Moi de mon côté, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!